le programme PSDR4 est maintenant terminé et nous sommes en train de construire la prochaine édition, donc le programme TETRAE, qui signifie Transition et territoire de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et donc ce programme, il sera co-construit avec les acteurs régionaux. Et l'idée de cette table ronde, c'est donc d'identifier des pistes pour la construction de ce futur programme. Alors pour cette table ronde, j'accueille donc Nathalie Munier-Jolin, présidente d'INRAE du centre Bourgogne-Franche-Comté, Sophie Foncarny, donc vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Christian De Serles, agriculteur et président de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, et Bruno Chauvel, donc chercheur à l'UMR agroécologie dans le pôle GESTAD, gestion des adventices. Alors pour commencer cette table ronde, est-ce que donc Madame Munier-Jolin, vous pouvez nous présenter un peu le cadre de TETRAE et quelles sont les ambitions d'INRAE dans ce programme? Donc, je vais essayer en quelques mots de vous retraduire le long document de 10 pages dont Christian De Serles m'a dit qu'il n'était pas toujours très digeste, ce qui est vrai, je dois le dire. Mais donc voilà, je vais essayer de vous donner les principaux éléments de cadrage pour le futur programme TETRAE pour cadrer un petit peu la discussion qu'on va avoir. Donc, il y a 3 grands principes à retenir. Le premier, c'est développer un partenariat avec les régions autour d'une triple ambition. Alors, la première ambition, c'est de renforcer les synergies entre la politique de recherche d'INRAE et les politiques portées par la région d'ancrage d'un centre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est de structurer une offre scientifique autour d'une problématique qui a trait à un enjeu territorial local. C'est-à-dire que ce n'est pas développer un projet de recherche qui serait totalement décalé par rapport aux problématiques du territoire. Et puis le troisième élément qui est extrêmement important dans la construction de ce partenariat avec la région, c'est que ces projets sont des projets de recherche-action, donc ce sont forcément des projets qui visent à renforcer les partenariats entre la recherche et les partenaires du monde agricole. Donc ça, ce sont les principes autour du partenariat. Alors, le deuxième grand principe pour la construction de ce programme, c'est la co-construction avec les partenaires non scientifiques. C'est-à-dire que ce sont des projets qui ne sont pas des projets de commande. Ce n'est pas un projet de commande de la région ou de la Chambre régionale d'agriculture à INRAE en disant, voilà, on voudrait que vous travailliez sur ce thème. Non, on identifie des grands enjeux pour l'agriculture et l'alimentation en région, pour la transition agricole et alimentaire, et on voit ce qu'on peut construire ensemble, c'est-à-dire quels sont les sujets sur lesquels la profession agricole est prête à travailler et les sujets sur lesquels nous, on est en capacité de répondre compte tenu de l'offre de recherche dont on dispose sur le site. Et l'objectif est vraiment d'intégrer ces deux partenaires dans la construction du projet à toutes ces étapes, c'est-à-dire construction, puis réalisation, puis diffusion des connaissances. Et je trouve que ça a été très, très bien illustré dans la dernière table ronde au travers de ce qu'ont dit Marjorie et Gilles, c'est-à-dire que la question de la valorisation, elle est arrivée tout de suite. Et elle a été construite, c'est pas je diffuse des connaissances, je pense que ça a été aussi très bien illustré par Maë tout à l'heure avec le lycée de Vesoul, c'est-à-dire que c'est produire des outils qui vont être diffusables et en fait traduire des connaissances scientifiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est un projet de recherche-action. Alors, un projet de recherche-action avec 3 éléments extrêmement importants. L'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les projets que l'on va monter dans TETRAE, ce seront forcément des projets qui, autour d'approches systémiques, même s'il pourra y avoir des focus faits sur des parties, des sous-thématiques un petit peu plus disciplinaires, mais malgré tout, ça doit aborder ça doit porter une approche systémique et ça doit aussi hybrider des sciences humaines et sociales, les sciences du vivant, les sciences de l'ingénieur. Ça, c'est extrêmement important. Et tout ça au service des systèmes agricoles et alimentaires territorialisés. Le deuxième élément qui est très important dans ces projets de recherche-action, c'est qu'il y a aussi le mot recherche.
C'est-à-dire que l'excellence scientifique, elle est aussi attendue dans ces projets. Marjorie l'a mentionné tout à l'heure. On n'en a pas du tout fait état aujourd'hui et ce n'était absolument pas le but. Il faut faire un état de l'art qui est fondé sur une approche scientifique de l'état de l'art. Et puis, il faut envisager aussi une valorisation académique qui a eu lieu d'ailleurs dans le PSDR 4, mais qui est aussi un élément important dans la construction de ces projets. Et puis le troisième élément, pour un projet de recherche-action, et ça a été très bien illustré aujourd'hui, et je pense que c'était un des objectifs de cette journée, c'est la valorisation opérationnelle des résultats. Et c'est une spécificité des projets PSDR, hein, c'est vrai pour l'ensemble des... Vous avez vu hein, dans la vidéo qu'on vient d'avoir que des projets PSDR avaient essaimé un petit peu partout en France. C'était un fil rouge pour l'ensemble des projets PSDR. C'est une obligation dans la construction de ces projets. Donc c'est vraiment, il y a un enjeu de production de supports d'appropriation qui doivent être co-construits avec les partenaires. Et donc, oui, un enjeu de traduction de résultats qui soient enseignables. Alors, ce futur projet TETRAE, il place bien sûr la transition des systèmes agricoles et alimentaires à l'échelle d'un territoire au cœur de ce qu'on peut proposer, avec, pour l'instant, 7 thématiques transversales qui ont été identifiées. Alors, je vais vous citer, et vous allez voir que ça m'étonnerait qu'on n'arrive pas à trouver chaussure à notre pied, parce que c'est quand même assez large. Donc, le premier, c'est transition agroécologique dans les territoires. Le second, durabilité des systèmes alimentaires territorialisés. Le troisième tourne autour de la bioéconomie et de l'économie circulaire et de la transition énergétique. Le quatrième, autour de la gestion durable des ressources, la biodiversité et l'adaptation des écosystèmes au changement climatique. Le cinquième, autour des dynamiques territoriales. Le sixième, autour de l'innovation dans les filières et les territoires. Et enfin, le dernier, autour de l'évolution des politiques publiques et de l'action collective pour accompagner la transition dans les territoires. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont quand même on nous offre des thématiques assez larges pour que, finalement, chaque région puisse se sentir assez libre de proposer des sujets qui l'intéressent et qui sont vraiment au cœur de ses propres problématiques. Donc, je ne vais pas être plus longue, parce que maintenant, je suis curieuse d'entendre Sophie et Christian sur les propositions qu'ils auraient à nous faire. Je ne doute pas qu'on arrivera, parce qu'on ne part pas de rien, on part de l'acquis du PSDR 2, du PSDR 3, du PSDR 4, de partenariats assez anciens de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec les partenaires agricoles de la région. Donc, je ne doute pas qu'on arrivera à construire ensemble un projet d'intérêt mutuel et sur lequel, j'espère, on aura des réussites aussi belles que celles qui ont été obtenues sur PSDR 4. Merci Nathalie. Donc justement, Madame Foncarny, ça fait, vous suivez PSDR depuis plusieurs années. Alors j'ai une première question, c'est qu'est-ce qu'a apporté finalement PSDR 4 à la région Bourgogne-Franche-Comté et qu'est-ce que vous souhaiteriez en plus donc, pour le programme TETRAE que vient de nous présenter Nathalie ? La question est vaste. Tout d'abord, j'apprécie vraiment beaucoup ce colloque parce qu'il associe à chaque table ronde des scientifiques et des techniciens ou des professeurs, enfin des gens qui sont sur le terrain avec les élèves, avec les agriculteurs. Et il associe également plusieurs agriculteurs. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est peut-être une des rares fois où on voit à la même table des scientifiques et des gens qui sont dans la technique au quotidien. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est, je pense, vraiment dans l'esprit du PSDR. Moi, ce que je vois de positif dans ce PSDR, c'est que déjà, ça a apporté un certain nombre de connaissances. Sur ces plantes riches en protéines, sur les systèmes de polyculture et élevage, en essayant de voir quel comportement ont ces plantes ou ces systèmes par rapport au changement climatique, par rapport à la baisse des intrants chimiques, et puis de voir aussi quel effet favorable peuvent avoir ces plantes, ces rotations de plantes par rapport à l'environnement, par rapport à l'économie, et également les limites, les blocages qui font que, d'année en année, on abandonne telle plante et pourquoi, et comment vaincre ces blocages
Je pense que le PSDR a apporté un certain nombre de réponses, de solutions qui sont certainement encore à explorer, mais en tout cas de pistes à travailler avec les agriculteurs. Et puis j'étais intéressée aussi par cette tentative de modélisation qui n'est pas finalisée, parce qu'on s'est rendu compte que la modélisation de l'agriculture, surtout avec l'agriculture actuelle, est très complexe. Autant après-guerre, avec les solutions chimiques, c'était un problème, une solution chimique. Aujourd'hui, alors qu'on s'intéresse aux vivants et aux écosystèmes, quand on bouge un petit quelque chose là, ça fait bouger tout le système. Et donc la modélisation, on le sent bien, est très difficile à inventer. Cependant, je pense que c'est une bonne piste. Moi, j'en attends encore beaucoup. Mais bien entendu, le PSDR a eu des limites, je pense. Les connaissances ne sont pas finies. Les connaissances, on le sait tous, elles sont un peu infinies. Et puis on cherche, et puis on trouve encore des choses à chercher. On le disait ce matin, il y a eu des études sur les comportements des plantes en hiver, mais il y aurait certainement encore des études à faire sur ces mêmes plantes et leur comportement en été face à l'évapotranspiration et aux changements qui arrivent. Il y a à creuser cette modélisation. Et moi, j'en attends aussi beaucoup. Vous savez qu'en région, on porte des audits d'exploitation, où l'agriculteur se trouve au centre d'une décision avec beaucoup de connaissances. Et moi, j'ai poussé à ce que ces audits s'orientent sur des audits aussi climatiques, de façon à pouvoir réfléchir dans 5, 10, 20 ans, que va devenir mon exploitation pour l'agriculteur, alors que le changement climatique va influencer forcément les cultures, le système d'exploitation. Et je pense que pour ça, on aurait besoin davantage de modélisation qui prennent en compte ce changement climatique, les différentes contraintes ou atouts de l'exploitation, pour pouvoir faire des scénarios très larges et permettre à l'agriculteur de vraiment prendre la décision la plus en adéquation avec la réalité qui vient. Et puis, les limites que j'ai souvent notées, parce que j'ai participé à beaucoup de comités de pilotage, c'est la diffusion, la valorisation des données. Je vous disais tout le temps, mais n'attendez pas la dernière année pour communiquer. Alors vous me disiez, un bon scientifique, oui, mais les scientifiques ne communiquent pas tant qu'ils n'ont pas les résultats de leur analyse. Ok, mais je vous disais, mais les agriculteurs sont en attente, et je l'ai bien vu, cette attente envers le monde scientifique a été exacerbée avec le changement climatique, avec les sécheresses. Moi, j'ai fait toutes les tournées sécheresses pendant 3 années de suite, et à chaque fois, les agriculteurs que je voyais évoluer d'année en année, faire plus de luzerne, s'adapter, chercher des solutions, poser la question, mais est-ce qu'il y a des solutions scientifiques? Est-ce que vous pouvez nous aider sur ce côté-là? Et donc, j'ai senti cette attente vraiment beaucoup plus forte. Et je pense que même sans attendre la conclusion d'une étude, on peut dire sur quoi on cherche. Et on peut rendre accessible cette connaissance-là dans les journaux agricoles, parce que c'est ce qui arrive le plus dans les foyers agricoles, pour dire, ben voilà, les chercheurs sont en train de mettre leur énergie sur ça, et ce qui va concerner l'agriculteur. Et voilà, donc j'ai bien entendu qu'il y a pas mal d'outils là qui sont maintenant dans la nature et qui, j'espère, vont profiter aux différents groupes, aux chambres d'agriculture, aux coopératives, etc. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de diffusion, valorisation. Et j'en ai pour exemple, notamment, l'an dernier, on m'a présenté un nouveau projet qui s'appelle Profilet, qui était donc un projet de mise en filière de la filière protéine en direction donc, de la filière laitière bovine. Et les gens qui me présentaient ça n'avaient quasiment pas entendu parler du PSDR. En tous les cas, ne capitalisaient pas sur les 5 années de travail qu'on venait de faire pour présenter leur projet. Moi, j'aurais dit, attendez, on ne va pas recommencer le travail qu'on a fait avec le PSDR pour le mettre dans ce nouveau projet. Donc, on a rattrapé le coup, on a fait en sorte que les choses se complémentent de façon plus judicieuse. Mais voilà, c'est peut-être
le point d'attention, et j'ai pas trop de soucis parce que vu ce que j'ai entendu dire de ces nouvelles vagues de PSDR, il y aura plus fortement impliqué des agriculteurs, des responsables agricoles. Il faut absolument qu'il y ait un réseau là autour. Et vous parlez d'un déficit d'animation. Mais oui, moi j'ai interrogé tout au cours de ces années les coopératives agricoles qui sont dans ces filières protéines. Elles n'étaient pas toujours bien au courant du PSDR. Et je pense que oui, on a eu certainement un défaut d'animation et un défaut de participation du monde agricole pour que vraiment il s'empare du PSDR, qu'il l'oriente, qu'il le tire, qu'il le pousse. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense aussi qu'on peut progresser au niveau du numérique. Alors j'ai bien entendu, les jeunes vont pas forcément, ou les moins jeunes, vont pas chercher forcément des données à l'autre bout de la France. Mais par contre, j'ai entendu, il y a des liens entre les groupes d'échange au niveau régional. Et ça me semble particulièrement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a déjà beaucoup de choses au niveau régional et en plus, ça concerne, c'est plus des données qui sont adaptées au contexte. Et pourquoi pas essayer de pousser ça pour avoir une sorte de réseau d'échange régional, mais aussi qui aille de l'agriculteur au conseiller jusqu'au scientifique, et dans les deux sens. Je pense que ce serait très, très stimulant. Et là, on a une nouvelle donne avec le numérique qui fait que nos systèmes un peu archaïques aujourd'hui, de la science, des instituts techniques qui descendent aux chambres et à l'agriculteur, ils sont un peu has-been. Il faut peut-être révolutionner tout ça avec le numérique. Et puis enfin, j'ai entendu dire que dans Tetrae, il y avait l'aspect territorial. Et moi, ça fait plusieurs mois que ça me travaille, cette question territoriale. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de sujets qui maintenant vont se traiter au niveau d'un territoire. Et au niveau de la région, on a mis en place, avec la Chambre d'agriculture, 2 premiers audits territoriaux, qu'on appelle audit à 360 degrés. C'est l'idée donc d'associer tous les acteurs du territoire autour de l'agriculture sur de très nombreux sujets. Vous avez, on en parlait ce midi, bien sûr, il y a la question de l'alimentation locale qui vient le plus souvent à la tête, mais il y a très crucialement la gestion de l'eau. Demain, il y a des agriculteurs qui voudront faire des réserves d'eau. Et ça se fera avec les territoires. Il y a la question de l'énergie, de la production énergétique. Il y a la question de l'occupation des sols, de la gestion des sols. Il y a la question de qu'est-ce qu'on va faire dans les zones intermédiaires si demain, plus personne ne veut s'y installer. Voilà. Quelqu'un disait tout à l'heure, on produit ce que la société veut. Donc il y a bien besoin aussi que les agriculteurs, là qui sont dans un territoire, se connectent avec leur environnement pour expliquer un peu ce qu'ils font et puis pour répondre vraiment à cette demande de la société qui est autour d'eux. Donc on voit bien qu'il y a des nouveaux modèles à créer peut-être pour booster un peu le développement, non pas agricole, parce que je crois qu'on va parler de moins en moins de développement agricole, mais de développement de territoire avec tous les acteurs. Et je trouve que les maires, les acteurs de territoire, les consommateurs commencent fortement à avoir de l'appétence pour ces questions de territoire. Et c'est peut-être une chance pour l'agriculture. Merci beaucoup, Madame Foncarny. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le programme Tetrae il sera co-construit donc, avec les acteurs du monde agricole. Et justement, donc, Monsieur De Serles, vous qui êtes agriculteur dans la région, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands enjeux de l'agriculture de demain, donc notamment dans la région Bourgogne-Franche-Comté, bien entendu, et donc quelles sont les thématiques qui ont besoin de recherche-action? Merci beaucoup. Oui, je dois avouer que je me suis laissé aller à dire à la présidente que j'avais trouvé les quelques 10 pages qui accompagnaient l'invitation du futur programme Tetrae. J'avais trouvé ça légèrement aride et un brin austère. Je vous présente toutes mes excuses aux uns aux autres et aux rédacteurs en particulier. En contrepartie, et je vous le dis de bon cœur, j'ai trouvé, tout comme Sophie vient de le dire, cette journée vraiment particulièrement intéressante. Et permettez-moi humblement d'adresser un grand coup de chapeau à celles et ceux qui l'ont organisée. C'est de bonne tenue,
c'est bien rythmé et ça rend l'INRAE un espace extrêmement accueillant et attirant. Voilà, ce qui fait un contrepoids au texte. Non, plus sérieusement, ça rejoint ce que vient de dire Sophie. Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on a pu entendre tout au long de la journée, c'est que finalement, on est sans doute animé d'une même passion, de mêmes préoccupations, mais probablement que nos clés d'entrée pour évoquer ces sujets autour de l'agriculture, de l'alimentation, de nos territoires ruraux, nous l'approchons selon nos expériences respectives de façon assez différente. Mais quand on associe ces différences pour en faire de la complémentarité, je pense que ça peut produire une richesse extrêmement utile à ce milieu qui, disons-le, pour une partie de ses productions, est quand même en souffrance. Et j'ai bien aimé la formule, comment pourrions mieux hybrider quelque part des savoirs au service de systèmes agricoles au pluriel. Donc écoutez, je n'ai pas la prétention, ni encore moins la compétence de répondre à la question quels sont les grands enjeux de l'agriculture. Néanmoins, je vais essayer d'en citer quelques-uns qui me paraîtront faire consensus. Est-ce qui règle complètement le problème très concret et organisationnel? C'est pas sûr et je m'en excuse. Ceci étant dit, en même temps que se pose cette question, pour un paysan, il me semble qu'il en vient une autre tout naturellement. Pour parler des enjeux et donc des défis que nous aurons à relever, se pose un peu la question, mais de quelle agriculture voulons-nous? Et de quelle agriculture parlons-nous? Et on a beaucoup parlé des protéines, on a parlé des importations, jusqu'à présent assez compétitives, de protéines venues d'Amérique du Sud ou de ces régions-là, tout comme au moment des fêtes de Pâques, on peut penser aussi aux gigots d'agneaux venus de Nouvelle-Zélande. Ça semble quand même pas être tout à fait les origines géographiques que la société française ou une partie semble être celle qu'elle appelle de ses voeux. Mais ceci étant dit, les messages sur l'agriculture, ils sont très complexes, très brouillés, et si vous me le permettez, quand même quelquefois assez déstabilisants dans une cour de ferme et dans une cour d'exploitation. Qu'attend-on de nous? Sommes-nous des producteurs d'alimentation à bas coût, en volume, de qualité, ce qui demande quand même une rémunération proportionnelle au degré de qualité? Y aura-t-il 1, 2 ou 3 menus végétariens dans les cantines de nos enfants? Je ne dis pas ça pour polémiquer, mais c'est quand même des questionnements que se pose tout agriculteur en se disant quel est le sort qui va m'être réservé et qu'est-ce qu'on attend de moi? Si on me le disait clairement, ce serait plus simple, la route serait plus claire. Voilà. Est-ce que les agriculteurs sont des producteurs de paysages pour être un poumon vert pour ceux qui, le week-end, veulent quitter les grands centres urbains pour venir se ressourcer? Tout ça, quand on parle agriculture, toutes ces visions-là cohabitent plus ou moins son origine sociale, professionnelle, la période de la vie dans laquelle on se trouve, etc., etc. Donc voilà, je pense que pour dire quels sont les grands enjeux de l'agriculture, le manque de clarté sur une vision qui résiste à l'épreuve du temps de l'agriculture française que nous souhaiterions et qui la souhaite et qui a autorité pour arbitrer la trajectoire, mériterait des réponses. Et au regard quand même des enjeux que vous évoquez sur des stratégies de réflexion pour un territoire, ne perdons quand même pas de vue que, sans être pessimiste, mais ne perdons pas de vue que le monde paysan envoie des signaux qu'il ne faut pas oublier. Le nombre de suicides dans cette profession est quelque chose qui nous interpelle quand même collectivement. Donc maintenant, j'essaye de dire, ces quelques mots étant dits sur la relative imprécision qui est attendue de l'agriculture, mais comme il n'y aura pas de grand soir, ni en 4 lignes, qu'est-ce qu'on en attend, ce sera probablement quelque chose d'assez complexe. Et voilà, il y en aura
entre guillemets, pour tout le monde, pour tous les goûts, peut-être en matière d'alimentation aussi pour tous les portefeuilles. Selon les jours de la semaine, ce sera peut-être aussi différent. Je pense que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui restera, à mes yeux, comme étant des grands enjeux de court et de moyen terme? Ça a été évoqué ce matin et à plusieurs reprises. Incontestablement, le changement climatique, quand on est paysan, devient non plus une source d'inquiétude, mais véritablement une source d'angoisse. Voilà. Les 3 sécheresses dernières qu'on vient de subir, de supporter, autant je pense que le nombre de celles et ceux qui refusaient encore de croire qu'il y avait une évolution climatique maintenant est réduit à un nombre assez confidentiel. Par contre, le rythme où le changement climatique impacte des secteurs du vivant, je pense qu'il n'était pas attendu à ce degré d'accélération. Je pense que ce changement s'avère pour le moment être rapide, brutal et violent. N'étant pas chercheur, j'amène une anecdote. En 2018, j'ai dit à mon fils, avec qui nous sommes associés, tu vois, Anthony, dans cette parcelle, j'ai toujours entendu ton grand-père dire « il ne manquera jamais d'eau ». Alors j'étais tout fier de lui redire ça, puisqu'en 1976, pour la sécheresse, ça avait été vrai. Eh bien, en 2020, il ne coulait plus d'eau. Et il n'en a pas manqué 3 jours, il en a manqué 2 mois. Donc là, subitement, les certitudes vacillent. Ce que des sages pétris de l'observation de la nature vous ont dit de façon affirmée s'effondre. Et il ne manquera jamais d'eau, il n'y a plus d'eau. Et moi, je pense que derrière le changement climatique, enfin, en parallèle du changement climatique, il est quand même à craindre que sur l'eau, il y ait une compétition qui tende la nature des relations entre les humains, dans la hiérarchie des utilisations. Et à ce titre-là, je crains que l'agriculture, de ce que j'en perçois, est quand même un espace un peu complexe à discuter, à défendre éventuellement. Ensuite, il a été beaucoup question ce matin des protéines. Moi, ce que je remarque, c'est qu'à un certain degré de température, les offres de substitution à telle ou telle espèce, ça commence de se compliquer. Chez nous, on disait, le maïs, il faudra oublier, vous mettrez du sorgho. Le sorgho, quand il fait des 40 degrés et que ça dure un peu, le sorgho, il fait piètre mine aussi. Donc je pense que vraiment le changement climatique est une des toutes premières sources de préoccupation. Ensuite, elle a été évoquée sous différentes formes, le renouvellement des générations. La France compte encore quelques 430 000 exploitations agricoles. Bon, il faudrait affiner tout ça. BFC, à peu près 30 000. On est arrivé à un seuil en dessous duquel il ne faudrait plus descendre. Non pas qu'on va manquer d'alimentation, je ne me fais pas de soucis sur le sujet, mais pour que des paysans et des jeunes et leurs conjoints restent au pays, il faut quand même qu'il y ait encore un petit peu de monde au pays. Et si on n'arrive pas à assurer ce renouvellement des générations, je pense que l'accélération de l'érosion des actifs agricoles par une carence d'installation s'accélérera encore et c'est préoccupant. Je crois, je ne prenais pas les chiffres vraiment au pied de la lettre, mais je ne dois pas dire quelque chose d'inexact. Aujourd'hui, 70% des vaches reproductrices sont détenues, ça rejoint tes chiffres, par des éleveurs qui ont désormais plus de 55 ans. 70% du troupeau de vaches reproductrices est dans les mains de gens qui ont plus de 55 ans. Et quand on leur dit « Comment est-ce que vous voyez votre avenir ?», eh bien 6 sur 10 répondent « Je ne vois pas grand-chose, si ce n'est rien du tout ». Ça veut dire que déjà, il y a la certitude qu'il n'y a pas à ce stade de repreneur familial.
et que la logique qui avait constitué « j'abandonne ma ferme, elle va grossir les 3-4 voisins », ça commence aussi d'avoir atteint ses limites, en tout cas dans un certain nombre de régions. Donc je pense que le renouvellement des générations, c'est un véritable sujet, et cette formule a été prêtée à tout un tas de gens. En fait, elle a été prononcée par un jeune paysan de l'Aveyron. Désormais, je crois qu'elle est de plus en plus vraie. On a plus besoin de voisins que d'hectares. Je le dis parce que c'est des enjeux un peu, immatériels. Ça ne se mesure pas au pied à coulisses. Mais il y a une vie sociale. Et un jeune qui aujourd'hui est titulaire d'un BTS, qui a une formation d'ingénieur, dont, alors moi je vis peut-être un peu à l'ancienne, mais madame est infirmière libérale, avocate ou je ne sais trop quoi, eh bien il ne veut pas vivre seul au milieu du désert. Il aspire à ce que les enfants puissent faire du sport, de la musique, enfin bref. Et ça, dans un village ou dans un territoire qui se meurt, eh bien on tire le rideau. Donc le renouvellement des générations est important. Je voudrais aussi dire une chose. Alors, je ne suis pas sûr que, surtout dit comme je le dis, et je m'excuse de ne pas très bien le dire, que ça puisse rentrer comme ça, pile poil, dans un programme. Mais très honnêtement, je pense que l'agriculture ne peut pas échapper à trouver les bons mots, les bonnes attitudes, à emprunter les meilleures voies possibles pour rétablir un dialogue apaisé avec le reste de la société. Ça me paraît très clair. C'est, en tout cas pour un certain nombre de productions du secteur de l'économie agricole, un métier quand même exigeant, difficile, qui demande des gros capitaux, de la présence, du temps, notamment en élevage. Et si, de surcroît, à feu nourri, l'agriculteur est attaqué, alors que dans ses tripes, il a de la fierté à faire son boulot. Mais s'il sent qu'en plus d'un revenu incertain, il faut être sous le feu des critiques nourries d'une société, alors c'est caricatural, parce que c'est quoi la société, c'est quoi les médias, mais enfin, depuis un certain temps quand même, hors la semaine du Salon de l'agriculture, où notre métier est un peu réhabilité, et quelques sondages pour nous dire « mais tout le monde vous aime bien », on a quand même un peu de la peine à s'en convaincre, quoi. Donc je pense que là, il y a à repacifier l'agriculture, l'économie agricole, les différentes utilités de ce secteur professionnel qui ne me semble pas avoir tant failli que ça dans les 50 dernières années. Il y a un dialogue à retrouver. Ensuite, ne nous racontons pas d'histoire. Mon expression est peut-être pas très harmonieuse, mais le peloton n'en finit pas de s'étirer. Alors oui, il restera toujours des agriculteurs qui feront la course en tête. Et il y a eu de beaux exemples aujourd'hui de dialogue, de coopération, de vie de groupe, où on sent que les gens s'accrochent, on l'agnaque, relèvent les défis. Mais ce profil d'agriculteur, c'est quand même pas la grande masse, il faut en convenir. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est lié autour de la constitution du revenu agricole. Et c'est quand même assez désolant qu'il ait fallu, que plusieurs majorités politiques qui se sont succédées essayent de légiférer pour dire ce serait peut-être bien qu'en agriculture, on rémunère les produits en intégrant leur coût de production. Ah ben oui, c'est bien d'en reparler et de légiférer, mais il faudrait même qu'on y arrive. S'il n'y a pas de revenus, il ne faut quand même pas beaucoup se faire d'illusions sur la capacité de gens à rester dans un secteur professionnel qui ne les rémunère pas. Voilà. Donc je pense là aussi que c'est un enjeu. Il y en a un, et dans cet espace géographique là qu'on a eu le plaisir de traverser en marchant sous une belle journée ensoleillée, la formation tout au long de sa vie professionnelle sera un atout majeur dans un secteur qui est quand même toujours sous
sous une demande constante d'évolution, d'adaptation, de remise en question, dépendant de politiques publiques européennes, nationales, de réglementations complexes, où l'agriculteur doit être un véritable une polyvalence de compétences assez exceptionnelle. On aura besoin d'hommes et de femmes qui ont une capacité à se maintenir à niveau et à se remettre à niveau. Je pense vraiment que... Moi, j'ai toujours été assez frappé de la richesse de l'offre de formation dans le monde agricole. Il y a quand même une offre très diversifiée, le public, le privé, les prestigieuses écoles d'ingénieurs, la maison familiale rurale locale qui correspond à un profil de jeune qui a envie d'acquérir de la formation. On a tout ça. Et on dirait que quand ce parcours a été sanctionné par un examen, on s'installe et puis, ma foi, on ira jusqu'au bout, le bout étant quand même quelques 40 années plus loin, sans naturellement se remettre à niveau. Quel est le secteur, quelle est l'entreprise où les dirigeants ne se remettent pas en permanence à niveau? Voilà. Et puis, vous voyez, dans les enjeux de vie d'un territoire, mais alors là, ça sort peut-être complètement, je trouve qu'on pourrait aussi se poser la question, même si on ne peut pas y apporter de réponse, dans un temps un peu long, mais pas tant que ça, une bonne génération, quelles sont les incidences des politiques publiques, en tout cas pour l'agriculture, sur un territoire? Moi, je suis éleveur de charolais. Hier, on en était fiers. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi en penser. Toujours est-il que quand je me suis installé en 1978, il n'y avait pas de prime. Il n'y avait pas de soutien public. Il n'y en avait qu'une, c'était l'indemnité compensatrice de handicap. Aujourd'hui, nous serions parfaitement incapables de faire le même métier sans les aides européennes. Mais je ne crois pas que les agriculteurs, dans les années 80, aient défilé pour demander des aides européennes. Ils ont défilé pour essayer de dire « nous voulons des prix rémunérateurs ». On a dit « comme on a un peu de la peine à y arriver, on va vous aider à vivre ». Bon, eh bien, en temps long, on a passé un système qui avait son autonomie économique à un système désormais complètement dépendant de soutien public qui se raréfie et qui fragilise l'exploitation. Donc je trouve aussi que voilà, c'est un sujet qui pourrait interpeller. Donc il y aurait bien d'autres sujets qui sont des enjeux. Mais ceci me semble être, peut-être pas très bien formulé, je m'en excuse, mais des sujets qui animent l'inquiétude, mais aussi, je pense, l'espoir des agriculteurs, des actifs comme des jeunes qui vont s'installer. Merci beaucoup, Monsieur de Serles, pour ces pistes de réflexion qui vont nous aider à construire Tetrae. Donc justement, Bruno, donc tu piloteras le prochain programme Tetrae. Et donc tu as commencé à rencontrer plusieurs acteurs du territoire pour identifier quelques pistes, des idées de thématiques que l'on pourrait traiter dans ce futur programme. Alors est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de ces pistes pour voir aussi si c'est en raccord avec ce qu'ont évoqué Sophie Foncarny et Monsieur de Serles. Ok, enfin, je crois que j'ai intérêt à être en accord de toute façon, sinon ça va être compliqué. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc ça va être assez rapide. Les premiers groupes de chercheurs que j'ai rencontrés, les premières unités ou les gens que j'ai pu rencontrer individuellement, sont d'abord un petit peu effrayés par la structure qui est proposée, avec des enjeux extrêmement forts. Si Mme Foncarny a dit tout à l'heure que c'en était terminé de la recherche descendante, la recherche ascendante est pour autant pas facile à construire. C'est-à-dire c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, on ne l'a jamais fait. Ça va demander un effort des chercheurs, mais ça va demander aussi un effort de la part des gens qui vont nous solliciter, parce que on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, on ne construit pas nos expérimentations de la même façon. Donc il va falloir qu'il y ait un partage pour réellement arriver à ça. Et s'il y a beaucoup d'exemples s'il y a quelques exemples de recherche participative qui sont mis en avant, il y a aussi beaucoup d'échecs, c'est-à-dire que la construction n'est pas aussi évidente que ça, et il va falloir apprendre à travailler ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant dans ce programme qui
qui est proposé là, c'est qu'on est en pleine phase de transition. Et toutes ces transitions, elles nous interrogent. La société qui veut qu'on ne mette plus de pesticides, des agriculteurs qui ne veulent plus travailler le sol, et un certain nombre de challenges comme ça qui sont proposés à la recherche et qui nous obligent à réfléchir et à travailler. Et de ce fait, effectivement, la recherche descendante n'a plus tout à fait sa place et ces collaborations deviennent assez indispensables. Mais pour autant, ce n'est pas simple. Pour avoir travaillé un petit peu avec le JI2E Magellan, quand on est chercheur et qu'on les voit bosser, on se dit mais comment on va interagir avec eux? Ils sont top, ils ont fait progresser les choses de façon extrêmement favorable. Comment on peut s'insérer, comment on peut aller travailler avec eux, sachant que tout tourne très bien. Donc c'est pas, la démarche en sens inverse n'est pas évidente, elle n'est pas simple et il va falloir la construire. Alors elle pourra peut-être se construire sur des zones de conflit, où effectivement, là, on a besoin de nouvelles connaissances, et donc là, le chercheur a sa place, mais il va falloir les déterminer ensemble, et ça peut être effectivement des ONG qui nous sollicitent pour la qualité de l'eau d'un bassin versant, ou pour toute autre question, qui vont mêler société, groupe d'agriculteurs, chercheurs, et ça oblige à l'interdisciplinarité, là, qui est un mot compliqué à dire, mais qui en plus, c'est pas aussi évident que ça à faire, parce qu'on a l'habitude de monter un petit peu nos programmes de recherche entre nous. C'est plus facile, on se connaît, et on se partage l'argent, comme ça va un petit peu mieux. Monter ces programmes dès la base en interdisciplinarité ne sera pas aussi évident, même si ça semble un petit peu anormal aujourd'hui qu'un agronome construise un système de culture s'il n'est pas validé économiquement ou s'il n'est pas validé par un groupe d'agriculteurs derrière. Mais cette construction n'est pas très simple. Après, je pense que Tetrae peut amener plein de choses. Sur les légumineuses, pourquoi pas interroger nos collègues qui font le goût pour savoir pourquoi ces produits arrivent difficilement ou ne sont pas validés par les enfants dans leurs assiettes. Ça peut être des travaux de ce type-là qui permettraient de boucler, en fait. De boucler de la culture jusqu'à l'assiette et voir comment ça se passe. Aller jusqu'à l'enseignement, ça c'est une évidence, on en discutait à midi, on sent bien qu'il y a alors j'ose pas dire un rejet, mais une méfiance vis-à-vis de l'agroécologie dans beaucoup de classes de lycée technique. C'est vrai que c'est plus compliqué qu'une simple équation qui explique la croissance d'une plante ou le calcul de la quantité d'azote à amener dans une parcelle, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'aller expliciter ce concept global qui n'est pas un concept simple, y compris pour nous chercheurs. C'est pas toujours évident de se positionner par rapport à ce concept. Je reviens sur l'arrêt du travail du sol. C'est, je pense, clairement quelque chose que les chercheurs n'auraient jamais testé par eux-mêmes si ça n'avait pas été testé par des agriculteurs. Et du coup, ça devient extrêmement intéressant d'aller sur les parcelles et de se confronter aux agriculteurs. Ça nous oblige à sortir de nos domaines, ça nous oblige à faire des expérimentations qu'on n'a pas tout à fait l'habitude de faire, mais ça reste vraiment intéressant. Le point le plus fort que j'ai pu avoir au cours des discussions avec l'ADRAF ou avec les services du Conseil régional, c'est effectivement le changement climatique, avec une variable extrêmement forte qui est l'eau, l'utilisation de l'eau, l'agriculture en compétition avec l'industrie, les besoins d'eau pour les populations humaines, les besoins d'eau pour le bétail. C'est pas seulement mieux la gérer, c'est peut-être en utiliser moins. Et là, l'agronomie reprend sa place avec des cultures moins consommatrices. Mais tout ça, ça va aussi dans un objectif global de, je dis pas de baisse de rendement, mais de rendement certainement plus faible que ceux qu'on a eu à un moment donné. Et du coup, on revient à la rétribution des agriculteurs. Comment ils vont se retrouver dans une agriculture plus respectueuse, plus durable, mais pour autant potentiellement qui rapportera moins d'argent parce que les rendements seront plus faibles. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de questions à voir, à discuter. Et c'est pour ça que passer par l'enseignement, les lycées techniques, mais aussi les écoles d'ingénieurs, il faut aller jusqu'au bout, permettront peut-être de mieux expliciter un certain nombre de choses. Tous les conflits seront intéressants, à condition qu'on ait une base pour pouvoir les résoudre et qu'il y ait peut-être une production de connaissances qui aideront à le faire. Donc c'est vaste.
Pour le moment, par rapport à la question que tu m'as posée, je vais quand même faire semblant d'y répondre. C'est plutôt de l'interrogation et un petit peu de l'inquiétude pour savoir comment on va monter ces projets, comment on va constituer les groupes, comment on va écrire les projets de recherche, sachant que la région Bourgogne sera en compétition avec d'autres régions. Donc nos projets, c'est pas parce qu'il est monté qu'il est accepté. Il faudra qu'il soit bien monté, bien fait, et donc il faudra aller jusqu'au bout, répondre à une question de la région en essayant un petit peu de pousser les bords du terrain de foot pour pouvoir placer un petit peu nos idées aussi, mais c'est comme ça qu'on va travailler. Il faut être un peu plus optimiste, Bruno. Le projet sera bien construit et il sera accepté, surtout maintenant. Donc, on a eu des pistes des acteurs du terrain, donc on va continuer à aller creuser ces pistes pour monter le projet qui soit le plus en adéquation avec les besoins du terrain et de la recherche. Et il n'y aura pas de souci. Et puis on ne part pas de rien, on part du PSDR 4. On a vu tout ce qui a été présenté aujourd'hui, donc on ne part pas de rien. Il y a de la continuation qui est possible. Des questions qui ont été posées sur la simplification administrative ont déjà été résolues, donc ça va être beaucoup plus rapide. L'accès aux finances sera beaucoup plus rapide. Et je réinsiste, on a vu tous les exposés cet après-midi. On ne part pas de rien, on part d'un acquis. Beaucoup de projets qui ont été initiés pourront continuer. Donc on est quand même sur une bonne voie, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde. Avant de laisser le mot de la fin à Nathalie Munier-Jolin, je voulais vous rappeler que si vous n'avez pas pu participer à l'intégralité de cette journée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du PSDR et que vous pouvez également retrouver tous les supports de valorisation sur le site PSDR Bourgogne-Franche-Comté. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans la journée parce que à un certain moment ça bloquait et après on en a reçu plein d'un coup, n'hésitez pas à me les renvoyer par mail candice.laroche@inrae.fr et on fera au mieux pour vous y répondre. Voilà, donc Nathalie, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Candice. D'abord, je tiens à te remercier personnellement ainsi que Marie-Claude Lemoine pour avoir animé ce projet. Je pense que vous avez été des collaboratrices précieuses pour l'ensemble des chercheurs et des acteurs de ce projet. Donc merci beaucoup. Et vous avez œuvré pour produire beaucoup de supports qui sont disponibles donc sur le site internet du PSDR Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont accessibles à tous. Donc vraiment un grand merci pour ce travail de très grande qualité. Alors je vais juste dire quelques mots de conclusion. Tout d'abord sur ce qui a été fait dans le cadre de PSDR 4, on a vu aujourd'hui, et c'était vraiment l'ambition, ça n'était pas de faire un colloque scientifique, et je pense que vous l'avez bien vu, Sophie et Christian, ça n'était pas du tout l'objet. Et cette journée, elle a bien rendu compte de ce qu'était PSDR 4, c'est-à-dire qu'il y a de l'excellence scientifique. On l'a peut-être pas vu aujourd'hui, mais on n'a pas besoin de la mettre en avant, c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était de montrer l'interdisciplinarité. Ça a été mentionné, je crois, dès le premier exposé par notre climatologue, qui a dit que c'était très intéressant pour les climatologues de travailler avec les sciences du vivant, parce que ça faisait avancer les modèles en climatologie et ça permettait d'aller à une échelle qui, pour eux, est difficilement accessible, qui n'est pas l'échelle des très grands espaces, des évolutions du climat à l'échelle de la planète. Enfin, je vois Thierry qui opine du chef, mais je pense avoir compris le message. Ça a été dit aussi par Gilles tout à l'heure. Et ça avait été dit aussi par Marie-Hélène Vergotte au titre des sciences humaines et sociales. Donc je pense que ça, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement important dans PSDR, c'était de faire travailler ensemble des disciplines très différentes. Parce que je pense que quand on travaille avec les acteurs du terrain, eh ben, c'est indispensable souvent de pouvoir l'aborder sous des angles disciplinaires très différents parce qu'on porte des questions systémiques et pas des questions disciplinaires. Et puis, bien sûr, une des grandes réussites de ce projet, ça a été l'appropriation et la production d'outils de diffusion, et en particulier avec tout le travail qui a été fait avec les lycées agricoles, je pense qu'il est tout à fait exemplaire, à tel titre que la DGER, donc la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture, a pris contact avec nous et trouve que le travail qu'on conduit ici est absolument emblématique de ce que souhaiterait faire
la DGER dans le cadre de enseigner autrement, je ne sais plus le terme, mais c'est... Le plan enseigner à produire autrement. Voilà. Donc c'est bien pour montrer l'exemplarité du travail qui a été conduit ici. Alors pour l'avenir, moi je ne suis pas du tout comme Bruno, mais moi je suis l'autre versant de la pièce, c'est-à-dire que je suis la fille très optimiste à INRAE, et donc c'est en ça qu'on se complète bien. Je pense qu'on a tous les moyens pour réussir à produire un beau projet Tétrae ensemble. D'abord parce qu'on a constitué un réseau, et on va pouvoir s'appuyer sur ce réseau. Et ce réseau qui est constitué des groupes d'agriculteurs qui ont déjà été contactés, mais aussi d'autres groupes avec lesquels on travaille tous déjà. Les relations que l'on a avec la Chambre régionale d'agriculture, les chambres départementales d'agriculture. Je pense l'intérêt aussi du Conseil régional de Bourgogne, qui nous a toujours, Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a toujours accompagnés sur ces projets-là, et avec les services techniques qui nous appuient, les très bonnes relations qu'on a aussi avec l'ADRAF et avec les lycées agricoles. Donc moi, je suis très confiante sur le tissu sur lequel on peut construire. Après, Marjorie l'a dit, je pense que ce qui sera très important, et c'est peut-être ce qui a pêché le plus dans le PSDR qui vient de se passer, c'est le portage politique. Peut-être le portage politique côté INRAE, je ne dis pas, mais aussi le portage politique côté régional et du côté de la Chambre régionale d'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de publicité, et finalement, la profession agricole n'était pas toujours au rendez-vous. Et quand j'entends dire qu'effectivement, sur certains projets, comme par exemple ce qui s'est passé dans Profilé, que des projets sont montés sans connaître PSDR, c'est pas faute d'avoir diffusé de l'information, mais c'est là où on se rend compte que diffuser des mails avec des invitations, ça suffit pas, et qu'il faut plus. Et donc ça, je pense que si on construit quelque chose ensemble, il faudra qu'on se mette bien d'accord sur le portage politique de cette action pour qu'il y ait une appropriation plus forte. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'a dit Marjorie. Après, sur les thèmes, alors effectivement, c'est très vaste, mais il n'empêche que j'ai bien écouté ce qui a été dit par Sophie, Christian et Bruno, et moi, je trouve que il y a quelque chose à faire autour de deux grands thèmes qui sont risque et partage de l'espace avec la société. Risque parce qu'il y a tout ce qui concerne le risque sur le revenu agricole, le changement climatique, le manque d'eau, l'effet des fortes températures, la suppression de l'usage de pesticides ou de produits phytosanitaires, en particulier lorsqu'on doit cohabiter dans l'espace avec des voisins qui sont non agriculteurs. Ça reste quand même un enjeu important. La question de l'incidence des politiques publiques dans la gestion du risque, la question des zones intermédiaires qui sont des zones spécifiques qui doivent traiter, et la question du risque. Donc, pour moi, il y a tout un enjeu autour du risque et puis un enjeu autour du partage de l'espace avec la société. Et ça, je pense que ça a été très bien dit par Sophie et par Christian. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend de l'agriculture et comment l'agriculture interagit avec l'ensemble de la société avec laquelle elle partage le territoire et avec laquelle elle doit interagir pour comprendre aussi vers où aller et donner peut-être du sens à son action dans le territoire et peut-être à sortir de cette forme d'isolement que Christian semblait mentionner. Donc moi, je ressors de cette journée très optimiste. Je vous remercie tous de votre participation. Et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver tous ensemble pour un projet Tétrae. Effectivement, Bruno l'a dit, ce sont des projets compétitifs, c'est-à-dire il y a une expertise par un comité de sélection, mais je pense que tous les ingrédients sont présents en Bourgogne-Franche-Comté pour qu'on produise un très beau projet. Je vous remercie tous.